Dans quelques instants, vous allez écouter la troisième entrevue dans le cadre des élections municipales pour la Ville de Québec. Ben oui, on a le même linge sur le dos, puis même j'ai le même linge que quand je vous ai parlé en début de semaine. C'est simple, on a tout enregistré ça la même journée. Donc, on a eu Claude Villeneuve et ensuite, on a eu Stéphane Lachance. C'est ça que vous allez entendre aujourd'hui. Très bonne entrevue. On a parlé de beaucoup de sujets différents, la construction, les délais pour obtenir des permis, le tramway, son alliance manquée ou pas avec Sam Hamad. Il va répondre à toutes ces questions-là. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne entrevue et je vous rappelle que sur Patreon, il y a un show complet. Donc, un show d'actualité complet. Aujourd'hui, on vous diffuse une entrevue, mais sur Patreon, il y a une émission avec des sujets d'actualité. Donc, rejoignez-nous et sans plus tarder, bonne entrevue. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, série municipale, version Québec. Stéphane Lachance, Respect citoyen, tout nouveau, parti relativement récent. Une longue discussion avec lui, évidemment, sur son programme politique. Ouais, programme politique, ça existe dans une campagne électorale. C'est pas rien que des hosties de niaiseries qu'on parle dans une élection. Excuse-moi, Ah, fallait que ça ouais, sorte. fallait que ça sorte, hein, ouais, on sentait que C'est correct. ça venait de loin. Comment ça se passe, la campagne à venir jusqu'à présent? Le pouls du terrain, comment tu vois ça? Commençons Bonjour, comme ça. messieurs, premièrement. Merci de votre invitation. C'est Oui. très apprécié. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. On a un plan. On a un plan de com. Vous savez, je pense qu'actuellement, ce qui fait la grosse différence, c'est la préparation. Ça fait 2 ans qu'on a fondé le parti, 4 juillet Ouais. 2023. Et c'est pas pour rien. On savait qu'on devait mettre en place une structure, des stratégies. Puis tu peux pas arriver à la dernière minute puis penser que tout va s'ouvrir devant toi comme un droit divin de monarque. Alors, on suit présentement notre plan de communication. On est où on pensait être au niveau des sondages. Puis on est en progression, mais le terrain est excellent. On est rendu à notre troisième commande de pancartes de terrain auprès de notre imprimeur. On parle de près de 400 pancartes de terrain qui sont installées. Puis les Quand tu pancartes, parles de pancarte de terrain, les c'est petites ceux-là sur les pancartes, terrains c'est privés. ça, Là. que les gens plantent sur leur terrain. Et ça, pour nous, c'est un engagement. Les gens, là, je veux dire, si tu commences à mettre une pancarte d'un parti sur ton terrain, tu confirmes que tu vas voter pour ces gens-là. Deuxième des choses, c'est que tu dis aussi à ta communauté puis à tes voisins, moi, je vais voter pour lui. Alors, ça devient un peu des ambassadeurs aussi. Puis ça, c'est ce qu'on veut faire. Nous, là, moi, les 13 000 qui ont voté pour Bruno Marchand en 2021, je le sais qu'ils ne voteront pas pour moi. Les 226 000 qui n'ont pas voté, c'est eux autres que je vais aller chercher, puis c'est comme ça que je vais gagner. C'est un bon point sur l'abstention. On le voit, le taux de participation aux élections municipales, c'est quelque chose qu'on ne parle pas tant que ça. On aborde souvent ça au provincial. Mm-hmm. Municipal, on a vu même non seulement l'abstention, mais les quelques sondages qui montraient une grosse part d'indécis. Vous autres, ce que vous visez, ce n'est pas nécessairement de prendre les électeurs des autres, mais de ce que je comprends, ceux qui ne savent pas ou qui moi, je ne vais pas voter, ils sont tous pareils. C'est comment on fait pour les motiver à y aller et leur dire que Stéphane Lachance, respect citoyen, non, on n'est pas pareil comme les autres. Avec un discours qui est différent, un discours qui va les toucher directement. Respect citoyen, c'est des hommes et des femmes engagés. Puis dans mon équipe actuellement, j'ai pas d'anciens sous-ministres, j'ai pas d'anciens députés bloquistes ou libéraux ou je sais pas de quel parti, mis à part Éric Alf-Mercier qui a fait de la politique là, au niveau du provincial, puis qui était au conseil municipal, qui est encore au conseil municipal jusqu'à la dernière séance. Mais pour le reste, c'est tous des gens qui se présentent avec une feuille vierge à ce niveau-là. Puis je pense que c'est ce qui va faire la différence. Des gens qui veulent y aller. D'ailleurs, on a un candidat dans le quartier ici même de Mézeray, Kevin Caron, qui est un ex-employé de la Ville de Québec, parce que la Ville a exigé qu'il démissionne de son poste pour qu'il se présente au municipal. Attends un peu. Normalement, on n'est pas censé prendre un sans-solde pour... Ils n'ont pas voulu lui accorder en tant que tel le sans-solde. Mais c'est pas... La situation, c'est un règlement, c'est pas politique. Là. Je ne mettrai pas ça sur le dos de l'administration Marchand, mais la Ville en tant que telle, il y a un règlement qui dit que si tu veux te présenter en tant que tel, je pense qu'il aurait peut-être pu accorder un sans-solde, mais ça lui a été refusé. Alors, Kevin était devant une situation, puis il a décidé de...
C'est spécial. Oui, je trouve ça au Canada, dans un pays démocratique en tant que tel, là, de ne pas permettre à quelqu'un d'exercer son droit démocratique de représenter des gens dans une élection. Je trouve ça un petit peu spécial. Puis ça, c'est une chose que j'ai l'intention, si De les gens me font changer. confiance. Oui, j'ai l'intention de faire changer ça en tant que tel. C'est sûr que ça va être plus au niveau provincial avec le ministère des Exact. Affaires municipales, mais de faire des représentations face à ça. On essaie, en début d'entrevue, de crever les abcès. Quand M. Allons-y. Villeneuve est venu, j'y ai dit, bon, les gens nous écrivent, nous disent, vous êtes pareil comme Marchand, exprimez-vous là-dessus. Nous autres, le monde, une partie des gens, ce qu'ils disent, c'est la chance, tu devrais s'allier avec Sam Hamad. Pourquoi? C'est à cause de lui si Marchand va repasser. Tu le sais, tu l'entends plus que nous autres, probablement. C'est quoi la réponse à ça? Ben, la réponse à ça, c'est une vieille tactique de libéraux provinciaux, d'essayer de créer une peur en tant que telle avec les histoires de division du vote. Ce qu'il faut comprendre dans cette histoire-là, c'est que Respect citoyen, il y a 2 ans, avait mené des consultations avec M. Hamad pour OK. voir s'il y avait des possibilités de rapprochement. On a eu 4 rencontres avec M. Hamad. Et nous, on est un parti qui actuellement compte 1200 membres. Donc, demain matin, là, je voudrais faire une fusion. Je peux pas faire ça de moi-même. Il faut que je fasse appel à un AGA. Il faut que je fasse voter les gens là-dessus. Le 4 décembre dernier, lorsqu'on a fait notre AGA, les gens nous ont demandé de cesser toute négociation, autant avec M. Hamad qu'avec Priorité Québec dans le temps de Patrick Paquette. Et on a rencontré il y a 2 ans M. Hamad. On lui a exposé les faits. Oui, il y a certains points où on se rejoint. Il y en a d'autres, par contre, où on n'est pas là du tout. Je pourrais en parler dans quelques instants. Mais c'est il y a 2 ans qu'il aurait fallu discuter de ça, pas là en pleine campagne électorale. Donc, moi, je pense que c'est pas parce que tu as fait 12 ans en politique provinciale que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ton auréat politique va faire en sorte que toutes les portes vont s'ouvrir devant toi. Puis je pense qu'actuellement, l'équipe de Leadership Québec, ben, c'est un dur constat à la réalité qu'ils ont présentement. Puis c'est ce qui fait aussi en sorte, moi, je veux dire, si on regarde au niveau de ma campagne depuis le début, on ne s'est pas mis les pieds vraiment dans les plats comme eux ont pu le faire. Puis c'est parce qu'on a une structure, puis parce qu'on a un plan. Donc, la fusion, je veux dire, oubliez ça. Mais la question à se poser, puis les gens qui pensent comme ça, et c'est normal, je le comprends. Mais M. Hamad a pris une décision de ne pas aller avec un colistier. Ce qui fait en sorte que si M. Hamad n'obtient pas la mairie, C'est fini. c'est terminé. Ces candidats qui pourraient faire élire, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de candidats de Leadership Québec qui vont être élus, c'est possible qu'il y en ait, mais ceux qui vont être élus par la suite se retrouvent sans chef, contrairement à moi où j'ai un colistier dans Val-Bélair. Et je vais accepter la charge que les gens vont me confier. Si les gens me confient la charge d'être maire, je vais le faire. Si on me confie d'être conseiller municipal de Val-Bélair pour peut-être diriger l'opposition, bien, je vais le faire aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que aux gens qui pensent comme ça au niveau du vote, rappelez-vous ce qui s'est fait en 2021. M. Marchand s'est fait élire de façon minoritaire. Il est allé chercher David Weiser, qui était dans l'équipe de Savard. M. Verret. Après ça, M. Lavoie. Puis après ça, il est allé chercher M. Gosselin, Mme Dussault. Et c'est comme ça qu'il a obtenu sa majorité. Combien de gens de Leadership Québec, après que le chef soit parti, vont vouloir peut-être se rapprocher du pouvoir puis accepter des offres de Bruno Marchand de joindre à lui pour lui donner une majorité? Moi, je peux vous dire une chose, les gars. Il n'y a aucun candidat de Respect citoyen qui va vouloir s'allier à Bruno Marchand. Alors, pensez-y comme il faut avant de faire un choix. Le choix de Respect citoyen, c'est un choix d'un nouveau type de gestion, une gestion entrepreneuriale. Puis moi, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas travaillé dans le domaine de l'ingénierie civile, je ne connais personne. Moi, je suis un entrepreneur, ça fait 42 ans. Puis moi, ce qui compte pour moi, c'est coût versus bénéfice. Puis quand on dit bénéfice, ce n'est pas nécessairement un bénéfice financier. Ça peut être un bénéfice humain, ça peut être un bénéfice de social. Il y a plusieurs options. Mais quand on fait quelque chose, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça va nous rapporter? Est-ce qu'il va y avoir un gain? S'il n'y en a pas, on ne le fait pas. Puis c'est ce qu'on propose. Nous, on propose de payer notre dette. Là, actuellement, M. Marchand, il nous parle de Moody's puis toutes sortes de patterns de même. Moody's, il analyse la capacité de payer. Actuellement, la Ville de Québec paye sa dette. Moody's vont dire tout va bien, c'est correct. Mais sauf que qu'est-ce qu'on fait présentement? C'est 435 millions de plus qu'on a dépensé depuis l'administration Marchand. 27,5 d'augmentation. C'est au niveau des graphiques ce matin qu'on a présenté dans notre cadre financier, c'est flagrant. On a un maire dépensier. Et ce maire-là, en tant que tel, vient nous dire après ça, on va pouvoir... Ce qu'il fait, là, grosso modo, c'est qu'il prend de l'argent il se fait des avances de carte de crédit dans son compte chèque. Après ça,
Il dit, tu sais, c'est pas parce que tu mets de l'argent dans ton compte chèque de tes cartes de crédit que tu la dois plus, cet argent-là. Il va falloir que tu la rembourses. Là. Alors, c'est un petit peu ça qu'on fait. Puis nous, on veut ramener une gestion plus rigoureuse à ce niveau-là. Puis c'est pour ça que de l'argent, il en rentre beaucoup à la Ville de Québec. Le problème, c'est qu'il en sort trop. Donc, nous, on veut réduire. C'est 2,5 actuellement les prévisions de la Ville. Nous, on veut ramener ça à 1,25. Donc, juste pour clore sur ce dossier-là, de la question initiale, sur tous ces aspects-là, là, les finances de la ville, les différents projets, la taxation, tout ça, il y avait pas, vous sentiez qu'il n'y avait pas d'entente possible avec M. Hamad? Ben, il voyait pas. Monsieur, nous, on arrive avec un cadre financier établi là, à partir des chiffres de la Ville. Donc, le jour 1 qu'on rentre à l'hôtel de ville, on a notre budget à nous. Monsieur Hamad a dit, ben, on va prendre l'état des lieux, puis on va aviser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il est élu, il est obligé de prendre le budget de Bruno Marchand, puis de faire ça. Comme Marchand a pris le budget la première année de Régis Labaume pour fonctionner, bien, M. Hamad, il va faire la même chose, puis il va peut-être faire certaines modifications. Mais nous, non, laisse faire le budget de M. Marchand. C'est le budget de respect citoyen qu'on va utiliser. Puis ça là-dessus. Puis l'autre point... Ça, c'est une des particularités des élections municipales qui est assez spéciale. Je veux dire, l'élection a lieu début novembre. Oui. Et le premier budget qui est présenté par le prochain maire est quand même très rapide. Là. C'est quelques semaines après. Donc, historiquement, la direction générale a beaucoup de liberté de ce côté-là. Souvent, c'est carrément le budget de la direction générale qui est rubber-stampé par bien du monde. Puis ce qu'on observe dans plusieurs villes, municipalités du Québec, c'est justement, on a l'impression que les équipes politiques en place ne contrôlent pas grand-chose. Ils n'ont pas un grand désir de contrôler les choses. En fait, on se dit quasiment, on pourrait avoir les directions générales en mode pilote automatique de leur côté, puis ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Une administration de la chance serait un peu plus rigoureuse, si on comprend, dans le sens que vous arriveriez là déjà avec vos chiffres à vous. Ça serait quoi le clash avec la direction générale, vous pensez, justement, si vous Dans les 100 premiers jours d'une administration de respect citoyen, on va rencontrer les gens dans des postes décisionnels, des postes clés, et on va leur expliquer notre vision, notre plateforme qu'on a vendue aux gens. Moi, je vais être élu avec 21 personnes. Eux, ils sont nommés. Alors, moi, j'ai un mandat des citoyens de Québec. Les fonctionnaires ne sont pas nommés par les citoyens. Ils sont nommés par le politique. Alors, nous, on va expliquer notre cadre, ce qu'on a vendu. On va leur expliquer ça, puis on va s'assurer que chacune des personnes ait bien ça en tête, puis va fonctionner. Puis si la personne nous dit, ben moi, j'ai jamais fonctionné de cette façon-là, ben, on va lui trouver autre chose à faire. Tout simplement. C'est comme ça qu'on va le faire. C'est pas vrai que... Puis ça va passer par un nouveau directeur général de la Ville. Je vous rappelle que Bruno Marchand a conservé le même directeur que Régis Labaume. Pensez-vous vraiment que le directeur général a changé sa façon de faire entre M. Labaume et M. Marchand? Je serais très surpris. Fait que là, si je comprends bien, tout ce que tu nous dis là, c'est que le directeur général de la Ville ne devrait pas voter pour toi. Bon, en tout cas, il n'y aura pas de place dans mon administration, je le dis tout de suite. Comme il n'y aura pas de place pour le directeur général du RTC, il n'aura pas non plus. Quand tu finis 9e sur 10 des sociétés de transport au Québec, tu as échoué. Tu lui donnes aucune chance, c'est fini. Non, c'est fini. C'est fini. Ça prend quelqu'un d'autre. Ça prend, en bon québécois, un Karl Brass, ça. Puis ça prend une optimisation. De toute façon, il y a des gros problèmes de communication au niveau des gestions des ressources humaines au RTC. On l'a vu, là, le conflit l'année passée avec les chauffeurs, cette année avec les employés d'entretien. Ça prend une réorganisation du RTC. Puis le RTC, c'est un poste de dépense qui est très important au niveau de la Ville de Québec. Ah, tout à fait. Donc, c'est ça là-dessus, c'est ça. Alors, donc, oui, si tu veux un scoop, effectivement, il va y avoir un poste de directeur général et un poste de directeur au RTC qui va être disponible dans le cas de l'élection de respect citoyen. Écoute, on se promène un peu dans la Ville de Québec, on voit les pancartes aller, on regarde un peu celles de respect citoyen, les pancartes de candidats sont un petit peu petites, c'est un petit peu dur de lire les noms. Par contre, votre grosse pancarte en bois, elle, on la voit super bien sur les coins de rue. Puis chose étonnante qu'on voit rarement en politique, vous avez mis des éléments de programme sur votre pancarte. Exact. Donc, vous parlez de politique. On est les seuls. Vous parlez de politique publique sur votre grosse pancarte. On voit les différents thèmes. Je pense qu'il y a 6 thématiques avec des gros crochets verts dessus. C'était des priorités quand même assez importantes à vos yeux. Est-ce que c'est ça votre intention dans cette campagne électorale, de parler énormément de politique publique? Puis est-ce que ça fonctionne bien dans le média traditionnel d'amener ces sujets-là? Je suis content que tu abordes la question. Écoute, sur 5 parties, on a fini 4e sur 5 au niveau de l'affichage. Je le dis très honnêtement, sans caprice, sans détour. Je donne l'avantage à Leadership Québec, suivi de très près par M. Marchand.
Mme Smith a eu une stratégie différente. Elle a concentré ses pancartes dans ces secteurs où elle pense gagner. Ben ici, justement, là, on est dans le coin de Limoilou présentement mais Jackie est partout. C'est ça, mais à Beauport, tu ne la verras pas beaucoup. OK. Dans la vie, il faut que les bottines suivent les babines. Il faut être cohérent. Puis ça, là-dessus, je pense que c'est une garantie de montrer l'image de respect citoyen. Ça fait 5 ans que je milite en tant que tel contre le tramway, depuis février 2020. C'est pas nouveau pour moi, là. Puis, on parle aussi de gestion rigoureuse des finances publiques. C'est vrai que nos pancartes ne sont pas très grosses, mais c'est celles qu'on avait les moyens de se payer. On ne commencera pas à s'endetter avec de l'argent qu'on n'a pas sur des pancartes qu'on n'est pas capable. Par contre, on a réalisé que nos pancartes de 4x8, et c'est drôle que tu me parles de ça parce que samedi soir, à 22h, j'installais des pancartes de 4x8. Ouais, on t'a vu avec sur une vidéo, je pense. Oui, celui-là, mais ça, c'était une autre fois. Mais samedi, j'en ai installé d'autres. J'ai installé beaucoup de pancartes. Je suis un gars de terrain. Et la personne qui est avec moi, c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine de la menuiserie. OK. Puis il me faisait remarquer, nous, en tant que tel, là, au niveau des cadres, pour 12 pancartes, ça nous coûte à peu près 300 $ de bois. OK. Puis à côté, il y avait une pancarte de Leadership Québec, puis il a estimé une seule pancarte à au moins 400 $ de bois pour faire la pancarte. Fait que vous êtes économe sur votre bois. Ben, on est cohérent avec notre discours. Tu sais, je veux dire, avec 300 $, on est capable de faire 12 pancartes. Et on a un excellent retour de la part des citoyens parce que, justement, on prend des engagements. Il n'y a personne d'autre qui a pris des engagements. Donc, on le dit, qu'on est contre le tramway, gestion rigoureuse, amélioration au niveau de la sécurité. C'est toutes des choses en tant que telles qu'on dit. Il n'y a pas de place à la nuance chez Respect citoyen. C'est blanc ou noir, puis c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis c'est comme ça que... Les gens qui connaissent Stéphane Lachance, c'est comme ça que je suis aussi. Là. Je veux dire, je ne me force pas pour être comme ça. Alors, puis je pense qu'on a créé un groupe de personnes qui ont tous sensiblement la même façon de fonctionner. Puis c'est des gens vrais, c'est des gens de cœur, puis c'est des gens qui veulent faire un changement réel. Puis je l'ai dit, je le disais avant même la campagne électorale, si Respect citoyen réussit à prendre le pouvoir le 2 novembre prochain, ça va être un tournant au niveau de la politique à tous les niveaux, provincial, municipal, provincial, fédéral, parce que là, vous allez avoir des gens qui ne proviennent pas de la machine, excusez-moi l'expression, mais des gens de terrain, des gens de cœur qui ont décidé de stepper, excusez-moi ça, de mettre un pas à l'avant puis de dire, ça suffit, là, on va s'impliquer pour faire en sorte que ça tourne mieux. Tu sais, les Québécois sont très bons pour critiquer puis tout le temps, mais quand c'est le temps, par contre, de lever la main et de dire, je vais y aller, t'as une autre paire de manches. J'avais peut-être une question qui me venait en tête. On a une surprise un peu du côté de Québec. C'est la 3e entrevue qu'on fait. Mm-hmm. Il y a eu Jackie en entrevue de son côté, Jackie Smith. Il nous dit, moi, je suis une femme de gauche. Mon parti, c'est un parti de gauche. Mm-hmm. On a Claude Villeneuve qui me dit, moi, je suis relativement beaucoup à gauche. Tu es là, tu dis, crème, OK. On s'assume du côté des candidats de la Ville de Québec. Si on te demande gauche ou droite pour Stéphane Lachance, est-ce que c'est une réponse évidente ou on sort la fameuse question, la fameuse réponse beige, je suis ni pour ni contre, bien au contraire? Les gens, j'ai entendu le chef de Leadership Québec dire au municipal, il n'y a pas vraiment... Non. Moi, je suis un gars de centre-droit. Je suis un gars d'une droite économique. Moi, je suis un gars je suis un entrepreneur. Ça fait 42 ans que je suis entrepreneur. Donc, moi, je m'amène avec le même état d'esprit au niveau du municipal. Puis c'est comme ça que je vois les choses. Puis les gens, on a beaucoup d'entrepreneurs. Ce ne sont pas tous, mais beaucoup d'entrepreneurs parmi les gens de Respect citoyen avec cette mentalité-là, puis de faire en sorte... Je pense que, oui, alors centre-droit, pour répondre à ta question. Centre-droit comme M. Boissonneau ou centre-droit... Excusez, c'était trop facile. Ça, c'est parce que c'est devenu un terme. Il y a à la quelqu'un de mode en ce Radio-Canada moment, qui m'a demandé quasiment si j'étais pro-choix. Alors, je suis pro-choix. Alors, je tiens à le dire. OK. Attends Un peu. L'avortement est devenu un sujet dans la campagne municipale. Oui, T'as posé la question pour On moi? m'a posé la question, exactement. OK. Au niveau de, on connaît votre passé avec le Parti conservateur du Québec, ces choses-là. Ça veut-tu dire que, blablabla, j'ai dit, écoutez, si vous abordez Tu te présentes à la mairie municipale. Moi, c'est ça, là, j'ai ça. Mais je le dis, pour moi, je suis pro-choix. Je leur ai dit, la première chose que je vais avorter, c'est le tramway. Oui, absolument. C'est une excellente ligne. C'est la première chose. Ben oui, puis ça ne changera pas à ce niveau-là. Puis ça, c'est justement, ça, c'est un autre point. Tu me parlais encore, ça, c'est le moule qu'on veut casser cette semaine, là, le fameux principe de la division du vote, là. Je veux dire, moi, je pose la question aux gens, là, je veux dire, y a-t-il quelqu'un qui a un doute dans sa tête la journée où je suis élu maire de Québec, quand je me présente dans le bureau de Jonathan Julien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un doute sur ce que je vais dire à Jonathan sur le tramway? Je pense pas. Sam Hamad, par contre, je suis pas sûr. Moi, Sam Hamad, il sort du bureau, puis d'après moi, il y a des chances qu'ils disent « Ouais,
on est rendu trop loin, je pense qu'on n'aura pas le choix parce qu'il l'a dit à plusieurs reprises, c'est pas le bon projet, c'est pas le bon moment, c'est ce qu'il a dit, il l'a dit à plusieurs reprises. C'est un jeu qu'on a eu avec Bruno Marchand. Parce que on Bruno... a eu ça avec Labaume, on a eu ça avec Bruno Marchand. Monsieur Labaume, c'était le projet d'Anne Guérette, le tramway. 2017. Il nous a dit 2017, les gens peuvent retrouver ça sur Google. Je suis contre le tramway. Ridiculiser Anne Guérette. Ridiculiser Anne Guérette là-dessus. Bruno Marchand est arrivé en nous disant le tramway, je suis en faveur, mais pas de dalle de béton, pas d'arbre, pas ci, pas ça. Là, M. Hamad lui dit qu'il est contre, mais bon, c'est pas le bon moment. Pas le bon moment. Tout ça. Y a-tu un genre de pitch de vente qu'on connaît pas, que quand un coup que tu es élu, il y a comme un groupe avec des flashlights qui vient puis il dit là, M. Lachance, vous n'avez pas compris, on va vous expliquer pourquoi. Penses-tu que ça peut t'arriver, ça? Est-ce que tu t'anticipes cette affaire-là si jamais tu es élu? Garde-moi la largeur de mes épaules, là, ça n'arrivera pas. OK, bon. Ça n'arrivera pas, là. Mais je pense que ça rejoint le propos de Yann en tant que tel. Je pense que souvent, les gens se font avaler par la machine. Je pense que c'est ça. Peut-être que Bruno Marchand, effectivement, il avait promis beaucoup de choses en 2021. Puis ma mère a voté pour lui en 2021 parce qu'il semblait le good guy entre le milieu, là. Tu sais, moi, je le ferai pas si on n'a pas l'acceptation sociale. La même changement de ton à l'époque. C'est ça. Puis je trouve qu'il est pas mal rendu dans ce ton-là actuellement. Là, comme par hasard, les terrasses sont finies. Là, c'est fini le temps des terrasses, mais nous, on a décrié le fait que on disait que les terrasses, là, on a un commerçant qui est venu nous voir, paye environ 45 000 de taxes municipales. Et l'été, il paye 28 000 pour une terrasse. 28 000 pour une terrasse. Il faut que tu en vendes des spritz là, pour 28 000 Pourquoi il paye aussi cher pour une terrasse? Ça, il faudrait poser la question aux gens de la Ville de Québec. Mais moi, j'ai dit carrément que pour moi, c'était de l'extorsion. Carrément. Et là, Bruno, là, avant-hier, a sorti en disant terminer les frais pour les terrasses. Comme par hasard, en période électorale, terminer les frais pour les terrasses. Tu sais, là, il y a le pavage. Plusieurs millions de dollars pour du pavage, quand lui est toujours en train de nous parler de la greenitude et des pistes cyclables. Fait que je trouve ça... D'ailleurs, ça, c'est autre chose que j'aimerais m'attarder si les gens me font confiance. C'est de faire en sorte d'avoir un moratoire. On devrait dire que dans les 6 mois qui précèdent l'élection, la Ville ne devrait pas faire d'annonce. Parce qu'actuellement, Bruno Marchand se sert de la Ville de Québec pour faire la promotion de son parti. Avec de l'argent dans lequel... c'est l'argent de la Ville, là. C'est pas son argent à lui. Je veux bien croire qu'on lui confie un mandat de la gérer, mais actuellement, il fait la promotion. Fait que là, il fait on va faire des corridors pour les personnes âgées, on va faire ci, on va faire ça. Ça, c'est de la récupération politique. J'espère, je sais que les gens de Québec sont des gens intelligents, mais on va être capables de faire la différence entre les deux. Bon, il y a beaucoup de gens qui disaient, puis même je pense que dans une entrevue qu'on avait faite avec toi, tu nous avais dit, une question qui revient souvent, c'est vous autres, vous êtes contre le tramway, mais là, c'est quoi votre gros projet? Là? Parce qu'il faut avoir un projet pour se présenter à la Ville de Québec. Gérer la Ville, ça suffit pas. Non, sinon, vous faites juste chialer. C'est ça. Donc, c'est quoi le projet de Respect Gros projet, probablement, c'est de payer la dette. Payer nos dettes en tant que telles, parce que nous, entre autres, la bourse climatique que Bruno Marchand établit, nous, on considère que la meilleure façon d'être prêt, dans le cas d'un cataclysme, c'est d'avoir une carte de crédit à zéro que tu peux te servir pour prévoir à des imprévus. Alors, l'argent justement de la bourse climatique, on va la mettre sur la dette. On va aussi, de cette façon-là, les économies d'intérêt qu'on va faire vont être substantielles. Ils vont nous permettre d'avoir du dégagement puis de la marge de manœuvre pour pouvoir procéder. C'est sûr et certain que d'arriver avec ce type... Régis Labaume avait commencé dans son premier mandat à rembourser. Il s'était mis un programme d'environ 50 millions par année de remboursement. Il l'a fait la première année à 42, puis après ça, c'est allé en déclinaison. Il n'a pas été capable de continuer pour des raisons qui lui appartiennent. Mais nous, on veut faire en sorte d'optimiser, de payer la dette pour offrir une gestion adéquate aux citoyens. C'est-tu sexy, ça, de dire ça aux citoyens? On va payer la dette? Ben, ça donne-tu des votes, ça? Je ne sais pas, mais ce qu'on dit, c'est qu'on va payer notre dette, puis on va essayer le plus possible de baisser vos taxes. Là, on propose 10 de rabais au commercial, au niveau des commerçants, parce qu'on pense que depuis 4 ans, ils ont été malmenés par l'administration actuelle. Donc, c'est 10 qu'on leur propose. On est les seuls. Et je sais que M. Hamad présentait son cadre financier. Pas son cadre, mais sa plateforme aujourd'hui. On sait déjà qu'il ne proposera pas. Il disait que c'était irréaliste de proposer des baisses de taxes. Alors, nous, c'est 10 de rabais pour le commercial et c'est un gel de taxes pour le résidentiel pour 2 ans. Donc, les petites familles, au moins pour les 2 prochaines années, tu es capable de te faire un budget, tu sais combien ça va te coûter. Alors, ça, on pense que c'est raisonnable. Ce matin, en conférence, certains journalistes me demandaient si ça allait s'extensionner ou quoi. J'ai dit, tout va dépendre. Il y a plusieurs facteurs. Contexte économique, l'inflation, tout ça.
sais. Puis les gens m'arrivaient avec des chiffres. Là, il faut faire la différence entre l'inflation américaine et canadienne. Ce n'est pas la même chose. Là, on est sur des pourcentages complètement différents. L'économie américaine, c'est pas la même chose que l'économie qui se passe ici, mais en fonction de comment ça va se comporter. Mais on pense qu'en payant notre dette, en baissant les intérêts, on veut baisser la dette de 500 millions. On est à 1,5, on veut la ramener à 1 milliard. Donc, les économies qu'on va faire sur l'intérêt, on veut en faire bénéficier les citoyens. C'est 33 de baisse sur la dette. Bon, alors à ce niveau-là, je pense que c'est une gestion qui est rigoureuse puis responsable. Puis, c'est d'assumer le fait qu'on gère l'argent du monde. Moi, je le vois. Là. Moi, je suis monsieur, madame, tout le monde. Là. Je vais à l'épicerie. Je les vois, les gens là, à l'épicerie, regarder puis faire les comparatifs avec les boîtes. Là, puis les spéciaux. Puis les gens ont de la misère. Là, n'est pas me dire que tout va bien. Là. Je veux dire, les prix des denrées ont augmenté de façon faramineuse. Les gens ont de la misère. Donc, je pense qu'en titre d'élu, notre responsabilité, c'est de gérer leur argent de la meilleure façon qu'on peut, puis d'être transparent, puis d'être imputable. Et ça, ça, c'est un mot qu'on n'a pas entendu souvent, ça, d'être imputable en fonction. Ça va peut-être arriver, des fois qu'on va se tromper. Mais si ça arrive, pour les gens qui me connaissent, moi, là-dessus, j'ai toujours été très clair. Quand je me trompe, je le dis. Puis, mais par contre, trompe-toi pas 2 fois. Là. À un moment donné, tu t'es trompé, il faut que tu apprennes de tes erreurs. Mais on va être imputable. On va être imputable, puis on va être transparent. Puis moi, au niveau communication, entre autres, là, je vais m'inspirer, entre autres, de Jean Pelletier, dans le temps, qui faisait environ, je pense, 1 fois par mois, il faisait une ligne ouverte avec différents médias, dont André Arthur, puis qui prenait des appels des citoyens. J'ai l'intention de faire exactement la même chose. On veut que les gens soient en mesure de communiquer facilement avec nous. Instauration revenir avec des registres de signatures pour des projets, aller jusqu'au référendum dans certaines situations. Les gens ont le droit de s'exprimer. Ça fait trop longtemps que les gens de Québec actuellement se font imposer des choses sans pouvoir réagir. On les invite dans des consultations sur des projets où c'est un PowerPoint, on leur montre des images, puis ils n'ont aucune interaction. On fait juste leur expliquer qu'est-ce qu'on a décidé. Ça ne marche pas comme ça. Alors, nous, on veut ramener ça à un côté plus humain, d'être plus accessible, que les gens puissent... puis ça me fait rire, mais je le dis quand même, parmi nos 21 candidats, on a au moins 4 candidats qui ont leur permis de conduire pour conduire des camions. Fait qu'on a 4 candidats qui savent combien il y a de roues sur un 10 roues. Alors, ça, c'est déjà pas pire. Ça, c'est du terre à terre. Moi, je peux vous dire que la première opération avec une administration de Stéphane Lachance de Respect citoyen, la première opération d'éneigement, j'ai facilement 3 candidats qui vont être dans des grattes. Et moi, je ne serai pas dans une gratte, mais je vais être dans un camion puis je vais être sur le terrain pour m'assurer que le travail se fasse. Puis qu'on va optimiser le déneigement des trottoirs et de la voie publique avant des pistes cyclables que peu de personnes utilisent durant l'hiver. D'ailleurs, parlons-en des pistes cyclables. Oui. Ça l'a poussé comme des petits pains chauds, on pourrait dire. Mauvaise herbe? Aussi. OK. Stéphane Lachance est élu demain matin. Il y a suffisamment de conseillers pour faire passer ce qu'il veut à la table de la mairie. Est-ce qu'il y a plus ou moins de kilomètres de pistes cyclables dans 4 ans? Je pense qu'il va en avoir moins. Il va en avoir moins. Bien, plus ou moins. Moi, ce que je veux faire au niveau des pistes cyclables, premièrement, les endroits où on a enlevé des voies de circulation, chemin Sainte-Foy, Perle-Lièvre, j'en entends parler de façon incroyable. Même ici, dans le secteur Beauport, là, sur le boulevard Sainte-Anne, où on a réduit une voie de circulation, c'est-à-dire on avait 4 voies, on est rendu à 3. Ça, on remet ça comme c'était. Les bollards, ça, c'est sûr que cette aberration-là va disparaître du paysage visuel de Québec. Ça coûte cher, ça. Ça coûte cher, puis ça donne pas grand-chose. On va ligner. Je comprends que c'est important de déterminer le corridor pour les cyclistes, mais ça nuit au niveau du déneigement. Donc, nous, on va faire un peu ce qu'on voit sur les autoroutes, là, quand tu te tasses trop puis que ça vibre. Bande rugueuse. Une bande rugueuse. Donc, ça va être ça. Mais la bande rugueuse fera que ça n'empêchera pas la gratte de pouvoir dégager complètement la voie. La piste cyclable va être dégagée, mais il n'y aura rien pour l'obstruer, puis il n'y aura pas de frais supplémentaires de prendre une autre sorte de machinerie. Par contre, c'est sûr que, exemple, chemin Sainte-Foy, Marguerite Bourgeois, l'introduction des 2 voies cyclables, puis on a enlevé aussi, dans Saint-Sauveur, on a enlevé en 2 ans, on a enlevé 200 stationnements. Ça n'a pas de bon sens. Ça, là, ça doit cesser. Donc, on va remettre les stationnements aux endroits critiques qui ont été faits. Je ne dis pas qu'on va tout enlever les pistes cyclables. Ça va être du cas par cas, mais ça va être analysé. Mais les boilards, ça, vous pouvez déjà penser que ça va faire part du paysage du passé. Puis aussi, tout ce qui est
de faire au niveau des quartiers résidentiels, là, comment on appelle ça, les bumps là, en tant que tel, là. Oui, Euh, les dos d'âme. Bon, les dos d'âne, mais dans certains secteurs, c'est nécessaire parce que c'est vrai, de rentrer dans une rue résidentielle à Près d'une 70, école. c'est ça exactement. Mais de là à en mettre à outrance partout. Tu sais, en fin de semaine, j'ai vu justement dans le secteur de Val-Bélair, dans le secteur où je me présente avec mon colistier, la fameuse piste cyclable que vous avez vue, là, qui était un peu comme une planche à Oui. laver. Là. Ben, il y avait quelqu'un qui faisait du vélo, puis il était dans la rue parce que ça brasse trop sur la piste cyclable. Là. Tu sais, puis on a investi une fortune dans ça. Là. Ouais. Fait que ça, on va essayer de faire des. Ça va être du cas par cas. Là. C'est sûr que c'est pas des choses. Puis je dis pas qu'on est. On fera pas du pain. On fera pas du vin avec de l'eau, là. Mais ça va être du cas par cas. On va y aller par étapes, puis on va essayer de cibler les priorités, puis c'est comme ça qu'on va fonctionner. Mais le gros bon sens. Ouais. Je pense que le gros bon sens, c'est pas difficile à voir. Là, en tant que tel. Il y a des choses, il y a des aberrations. On a voulu embarquer les gens. On a voulu montréaliser Québec. Québec, c'est pas Montréal. C'est 3 heures de différence, mais c'est une toute autre mentalité. Les gens de Québec sont beaucoup plus politisés que les gens de Montréal. Puis ça, d'ailleurs, je vais vous donner une exclusivité, messieurs, à votre show. Moi, là-dessus, en tant que premier magistrat de la Ville de Québec, si je suis élu, là, actuellement, on a un maire qui est toujours rendu à Montréal pour aller faire des entrevues. Moi, là, c'est ici que je vais rester, puis je vais travailler avec les artisans de Québec. Puis si les gens de Montréal veulent des entrevues, ils descendront. Ils viendront me voir. Mais moi, je ne serais pas rendu à Montréal. Moi, je ne m'en vais pas là pour être un artiste du show business là, à tous les talk shows qu'il y a à Montréal. Moi, je vais là pour administrer puis gérer. Fait que je peux vous dire qu'on va encourager les journalistes puis les émissions de Québec. Puis si Montréal veut avoir des cotes, ben, ils descendront venir nous voir. Et, parlons-en un peu de gros bon sens. Tout à l'heure, tu as soulevé une question, puis ça m'a rappelé un événement qui est encore peut-être d'actualité au moment où les gens écoutent l'entrevue. Ça a tellement fait parler. Tu disais, à la limite, consulter, faire un référendum. À Québec, on n'a pas été consulté souvent sur grand-chose, mais cet été, il y en a eu un référendum, il n'y a pas longtemps. On a demandé à des gens s'ils étaient d'accord d'entendre du bruit à côté de chez eux sur un terrain sportif. Ouais. Donc, on a donné un pouvoir à une très petite poignée de citoyens sur, finalement, des jeunes qui faisaient du sport. C'est quoi ce serait quoi la logique de la consultation publique? Tu sais, à un moment donné, est-ce qu'on peut nous consulter pour des grands projets puis peut-être laisser faire des trucs très, très locaux, périphériques, puis quasiment, j'ai le goût de dire, insignifiants comme celui-là? Je comprends ta question. 174, je pense, propriétaires qui ont été consultés avec ce référendum-là. Mais là-dessus, ce que j'ai dit depuis le début, je suis allé sur place, je suis allé voir la directrice générale de l'Académie Saint-Louis, ces choses-là, me montrer un petit peu, puis c'est un petit peu bizarre parce que si elle installerait son système de son un petit peu plus reculé sur le terrain de l'école, elle aurait tous les droits de le faire. Ils veulent le faire plus proche du terrain pour justement essayer de minimiser le bruit pour les gens. Puis là, on a eu un référendum. Puis là, le maire nous arrive avec un règlement, puis il va outrepasser le référendum qui a été fait. Non. Là, je commence à avoir des problèmes avec ça parce que là, je veux dire, on consulte les gens, puis on dit après, ben là, c'est pas grave, on va faire un règlement, puis on va passer par-dessus. J'ai de la misère avec ça. Moi, je pense qu'on aurait dû ramener tous ces gens-là autour d'une table, puis trouver une solution. Une solution négociée, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Je veux dire, comment on voit de conflits de travail qui sont réglés avec des lois spéciales, puis regardez Post Canada. Il y a eu une loi spéciale pour leur retour là, dernièrement, puis ils sont encore en grève parce qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre. Donc, je pense qu'on aurait dû trouver une solution. Il y a moyen de trouver une solution pour que les propriétaires autour de ça, de là à faire une grande consultation, je te rejoins là-dessus. Je pense que les consultations, c'est pour des choses qui touchent vraiment une majorité de gens de la ville. Là, on parle vraiment d'une situation microcosmos là, au niveau de l'Académie Saint-Louis. Moi, je pense que des gens de bonne volonté autour d'une table, il y aurait eu moyen de trouver puis d'ailleurs, j'ai offert, mais parce que moi, par mon passé entrepreneurial, j'en ai fait. C'est moi qui ai fait le système de son au niveau du séminaire Saint-François, au niveau du terrain de football. Puis eux autres aussi avaient des enjeux. Il y a des gens qui ne restent pas tellement loin du terrain de football, mais on a fait des choses pour faire en sorte que ça soit optimisé. La technologie permet d'optimiser le son au niveau de faire un focus au niveau d'un endroit pour pas que ça sorte ailleurs. J'ai offert d'ailleurs de donner des conseils aux gens de l'Académie Saint-Louis. On va voir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Je trouve ça dommage parce que tu sais, ça crée des guerres, des tensions inutiles. Et je pense qu'il n'y a personne qui veut s'opposer à ce que des jeunes aient du plaisir. Par contre, puis, tu sais, on ne parlera pas d'amener un système de son pour Metallica là, sur le terrain devant tout le monde. Là, on parle d'un petit pied de son pour que les gens aient un certain momentum puis un semblant de vie, puis c'est leur moment de gloire. Là, pour la plupart, c'est peut-être le niveau
de football qui vont jouer le plus haut dans leur vie. Là, alors, je pense que c'est dommage. Toute cette situation-là, je la trouve très dommage. Mais je pense qu'il y aurait eu moyen de s'entendre. Puis moi, j'aurais travaillé en tout cas très fort pour trouver une solution négociée. À partir du moment où on fait un référendum puis qu'on dit, bon, ben, on outrepasse le règlement puis on fait un règlement, j'ai des problèmes éthiques avec ça. On a la crise du logement, le prix des loyers qui n'arrête pas d'augmenter, les maisons qui sont quand même vraiment chères dans la région de Québec. Oui. C'est quoi la solution? L'offre, la demande? Comment on augmente l'offre? Qu'est-ce qu'on fait plus pour la de demande? maisons. Ça prend plus de maisons. Comment on fait ça, Stéphane? Ben, entre autres, on essaie d'optimiser les terrains qui ne sont pas valorisés à leur plein potentiel, comme les terres des Sœurs du Sacré-Cœur, de la Charité, pardon. Nous, on a estimé, là, selon les gens de notre département, là, presque 5000 maisons qui pourraient être construites sur ce lot-là. C'est-tu assez? Ben, c'est pas assez, mais déjà là, ça aiderait. Puis le fait qu'actuellement, les maisons. Actuellement, moi, je parle avec des gens, là, de jeunes professionnels qui n'ont pas 30 ans encore, 80-85 000 de salaire par année chacun, donc près de 170 à 2, ne sont pas capables de s'acheter une maison, même s'ils mettent 100 000 de plus que le prix demandé au niveau du marché. Ça n'a pas de bon sens. Donc, on doit. Puis, c'est pas tout le monde. Les condos, c'est une chose. Là. Actuellement, là, ce qu'on vit depuis 4 ans, c'est d'essayer de densifier. Là. C'est encore, là, quand je parle de Montréaliser Québec, là, c'est un petit peu le même principe. On veut densifier, puis on veut monter ça, mais c'est pas tout le monde qui est heureux dans un condo. Il y a des jeunes familles qui veulent avoir un petit carré de terrain pour que leurs enfants puissent courir dans le gazon. Donc, c'est d'avoir une offre. Je sais que récemment, Bruno Marchand a dit qu'il ne pouvait pas. Il dit, je ne peux pas étirer. Il y a de la place encore à Québec. Sauf que il y a de la place. Quand vous arrivez en avion, si vous arrivez, vous atterrissez à Québec, là, vous allez voir qu'il y en a de la place. Mais les freins viennent d'où présentement pour le faire? Ben, je pense qu'il y a des promoteurs immobiliers qui veulent garder en tant que tel ça dans des projets là, qui sont assez, Boulevard Laurier, là, les tours, ces choses-là. Mais en même temps. Il y a une proximité là, au niveau. Les différents promoteurs immobiliers, là, puis tout ce qui est l'aspect, le tramway, ces choses-là, ça fait toute partie sensiblement de la même équation. Là. Alors, moi, je pense qu'on doit ouvrir les vannes pour avoir du résidentiel. Aussi, la possibilité de... Bon, vous savez qu'au niveau de la construction, des permis de construction, Respect citoyen s'engage à délivrer des permis en 10 semaines. Actuellement, là, c'est quasiment 2 ans avoir un permis. Là. Nous, on veut le faire en 10 semaines. On a quelqu'un... Pourquoi ça prend 2 ans? Parce que la machine ne veut pas aller plus vite que ça. Tout simplement. Parce que nous, on a quelqu'un dans notre équipe, notre candidate dans Sainte-Thérèse de Lisieux, Mélanie Sauvé. Elle a travaillé en urbanisme en Montérégie. Elle travaillait dans des dossiers comme ceux-là. Et c'est possible de délivrer. Je ne te dis pas là, de méga complexes comme les frères Trudel, là, ça c'est un autre paire de manches, mais je te parle d'une maison unifamiliale. Là. Il y a moyen, si la personne est en ordre et arrive avec ses papiers, son cadastre, ces choses-là, il y a moyen de délivrer un permis en 10 semaines, mais il faut qu'il y ait une volonté. Puis cette volonté-là, nous, on va la donner. Alors, par la suite, l'administratif va suivre. Quand je parlais tout à l'heure de donner les grandes lignes aux gens, ça correspond à ça. Question un peu connexe à ça, on le voit entre autres dans Saint-Roch, mais pas juste là. L'augmentation de l'itinérance. On avait un maire qui nous avait dit j'ai un plan, l'itinérance 0. On était supposé de voir ce qu'on allait voir. Finalement, ça a plutôt augmenté. Il y a des organismes qui disent qu'ils sont arrivés à la limite de ce qu'ils peuvent faire. Là. Je pense à l'Aube-Rivière, entre autres. Comment on peut faire pour... je le sais qu'il n'y a pas de baguette magique, on ne fera pas disparaître cette situation-là du jour au lendemain, mais c'est quoi un peu votre vision par rapport à l'itinérance? Puis on sait que c'est relié aussi c'est relié à la crise du logement, mais c'est aussi relié à toute la situation de la drogue qu'on commence à voir de plus en plus dans les rues, le fentanyl qui est arrivé à Québec notamment. Donc, je suis curieux de vous entendre là-dessus. Au niveau de l'itinérance, premièrement, quand on parle d'itinérance, pour moi aussi, là, je fais toujours le lien, là, mais l'itinérance, pour moi, c'est la misère humaine. C'est des gens qui sont. Ces gens-là, là, c'est des individus, des hommes et des femmes qui sont rendus au seuil de la tolérance, puis qui ne voient plus aucune lumière au bout du tunnel, puis qui essaient de se geler avec des produits, là, des narcotiques pour essayer d'oublier leur existence. Je pense qu'il y a plusieurs volets à ça dans notre solution. Premièrement, au niveau de la sécurité. C'est pas normal actuellement que dans Saint-Roch, on est obligé d'engager des agences de sécurité pour escorter le personnel pour aller à leur voiture. Donc, nous, en tant que tel, on veut augmenter les patrouilles piétonnes dans Saint-Roch. Tu sais, on parle de Saint-Roch qui est en train de devenir Plywood City, là, avec plusieurs commerces qui ont fermé. Là. Mais c'est sûr que pour les gens actuellement, pas intéressant d'aller dans Saint-Roch avec toute cette
cette attitude-là. Alors, d'augmenter la sécurité, c'est une chose. Donc, patrouille piétonne comme de soir avec le service de police de Québec qui fait déjà un très gros travail. Mais pour venir soulager justement l'excellent travail de nos policiers, des travailleurs de rue. Nous, on s'est engagé dans notre plateforme 2 millions de dollars par année sur des travailleurs de rue qui vont pouvoir vraiment parler à ces gens-là dans leur langage, qui connaissent, autrement dit, la façon. Parce que, tu sais, un policier, là, c'est pas un psychologue, là. Il est là pour agir en fonction d'une situation, mais ils font leur possible, ils font plus que leur possible. Dans Saint-Roch, les policiers me disent que c'est 80 de leurs interventions, c'est ça qu'ils font. Alors, pendant ce temps-là, par contre, ils ne peuvent pas faire soit de la prévention ou couvrir des situations. Alors, avec des travailleurs de rue, on pense qu'on va être capable de trouver des solutions pour offrir une lumière, autrement dit, à ces gens-là, puis d'essayer de les reconduire. Moi, j'ai parlé avec le directeur de l'Aube-Rivière, j'ai visité l'Aube-Rivière, il m'a expliqué, c'est très bien organisé, puis il me parlait, entre autres, là, les gens qui arrivent au niveau de l'étage, ceux qui habitent, là, ils ont environ 14 ou 15 logements au dernier étage de l'Aube-Rivière. Puis ça, c'est des gens là, qui sont comme en appartement, là, ils sont rendus au dernier stade qu'on pense qu'ils vont pouvoir se débrouiller. Bien, ça se fait, ça pourrait se faire ailleurs aussi. Parce que des fois aussi, l'itinérance, j'ai l'impression, il y a toujours de la bonne volonté des organismes, mais il ne faut pas que ça devienne non plus une business, l'itinérance. Là. On est là pour aider les gens. Donc, est-ce que la Ville peut aider avec des locaux supplémentaires quand ça déborde? Peut-être. Ça sera à voir à ce niveau-là. Mais les travailleurs de rue, pour nous, c'est une façon. L'augmentation de la sécurité. Il y a un candidat qui s'est mis dans la merde de dire des enfants de même? Ben, il y a un candidat qui a dit en tant que tel que lui, il trouvait qu'il était trop bien, les itinérants. Alors, c'est ce qu'il a dit. C'est un petit peu, raide comme propos. Peut-être un peu de sensibilité. Mais écoutez, ce monsieur-là, malgré tout ça, son commerce est là. Il vit là depuis... il est né là. Alors, peut-être qu'il a dit des choses que plusieurs pensent, mais c'était peut-être pas socialement acceptable de le dire. Pourquoi c'est tabou, l'itinérance? Pourquoi on a de la misère à en parler autant que ça? Tout le monde est bien intentionné, mais ça n'arrête pas d'augmenter. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu Parce dis... que personne n'arrive avec de vraies, des solutions. Une des raisons de l'itinérance, il ne faut pas se le cacher, puis ça va aussi faire partie de mon travail puis du travail de mon équipe, c'est de faire des représentations au niveau, la désince, je vais le dire comme ça, de sortir les gens qui ont des problèmes. Parce qu'il y a des gens là qui sont même pas en mesure de s'occuper de soi-même. Difficultés psychologiques. Ils ont des médications à prendre, puis si tu n'es pas là pour surveiller à ce qu'ils prennent leur médication, ils ne le prendront pas. Puis ça fait des gens qui sont complètement délurés. Alors, je pense que le provincial, là-dedans, va devoir aussi jouer un rôle. Robert Giffard, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace. On a sorti tout le monde de Robert Giffard. Il y a peut-être des gens là-dedans qui auraient besoin d'avoir un meilleur suivi. Ça pourrait les aider à les ramener dans le droit chemin à ce niveau-là. Nos travailleurs de rue, on en a parlé. Je pense que ça va être un travail avec le service de police. Ça va être un travail d'équipe, mais on doit offrir des solutions à ces gens-là pour leur montrer une solution. Sinon, tu as bien beau leur dire, OK, va-t'en, la personne... tu me fais référence. Les commerçants là, qui, à tous les jours du quartier là, qui arrivent puis qu'il y a des gens qui ont uriné ou qui ont déféqué devant leur commerce. Je les comprends d'être agressif et de ne pas être de bonne humeur. À un moment donné, une fois de temps en temps, c'est correct, mais tous les jours, là, ça peut devenir un petit peu astreignant. Là. Il y a un enjeu de cohabitation. C'est ça, exactement. Donc, c'est d'essayer de faire en sorte de parler à tout ce monde-là, puis d'arriver avec des vraies solutions. Effectivement, en 2021, on nous avait promis que l'itinérance, ça serait zéro. Il y a bien des choses qu'on nous a promis en 2021 qui ne sont jamais arrivées. Il va falloir s'en rappeler le 2 novembre prochain. Un peu connexe à ça, tu as été impliqué beaucoup aussi. Je suivais ce que faisiez ces réseaux sociaux avec... parce que connexe un peu à tout ça. On n'est pas rendu au stade de l'itinérance, mais des fois, c'est des gens qui sont beaucoup dans le besoin aussi, les banques alimentaires. Oui. Parler de la bouchée généreuse, Oui. pas juste eux autres, mais c'est un nom qu'on a entendu souvent. Eux, tout ce qu'ils demandaient, c'est que la Ville leur donne un coup de main pour un local. Oui. Finalement, je pense que ça s'est réglé grâce aux frères Trudel. Trudel. On félicite. C'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez qu'il manque au niveau de la Ville de ce côté-là? Est-ce que la Ville peut-tu faire quelque chose pour aider ces groupes-là? Je pense qu'on peut peut-être avoir des points de chute en tant que tel pour permettre aux gens d'avoir une meilleure façon de donner des aliments et des denrées en tant que tel. C'est sûr, on n'est pas. Écoute, dans l'espace de, je pense même pas 4 ans, on est passé d'environ 600 paniers à 1400 paniers. Puis il y a des gens qui vont chercher des paniers, c'est des gens qui travaillent, là. Il y en a qui travaillent à faible revenu, mais qui travaillent et qui ne sont pas capables de se rendre jusqu'à la fin du mois en fonction de leurs revenus. Tout à l'heure, quand je parlais de gérer l'argent de façon stricte et efficace, là, ça fait partie de ça, à ce niveau-là. Donc, pour les banques alimentaires, oui, effectivement, il y a 2 ans, on avait tenu une collecte sur la plage en Béliveau. On avait remis près de 5 500 $ de dons en argent, plus une vingtaine d'espèces de gros bacs là, de denrées.
Donc, est-ce qu'on pourrait optimiser ce type de collecte-là de façon récurrente pour permettre aux bars? Est-ce qu'on pourrait aussi parler aux restaurateurs? Je sais que certains le font, mais ce n'est pas nécessairement une pratique qui est de la part de tous, mais les restaurateurs qui font pour travailler dans le domaine, des banquets, souvent, il y a des surplus. Ouais, des surplus. Puis, je veux dire, tant qu'à mettre ça aux déchets, ben, je pense qu'on pourrait en faire profiter ces centres-là à ce niveau-là. Écoute, je t'écoute parler depuis tantôt. J'ai l'impression que tu tiens beaucoup à tes bas bruns. Tu veux avoir un budget qui est rigoureux, une gestion de la dette, pas de progrès, pas de projet ambitieux, pas de tramway. Coudon, on va-tu avoir du fun dans 4 ans avec Stéphane Lachance à la mairie? Y a-tu des choses? Comment tu veux dynamiser la ville? Côté culturel, côté sportif, côté grands événements? Les grands événements, on a un projet. On a un projet avec anciennement, ça s'appelait le Air Bull Race. Oui. C'est avec des avions. Ouais, Donc là, ça a changé de nom parce que Red Bull s'est retiré en tant que tel de la commandite. Donc, ça porte, c'est A1 Race, Air Race. On a des discussions qui se font avec le promoteur qui, malheureusement, là, c'est fait. Le promoteur arrive avec un projet clé en main. La seule chose qu'il a besoin de la ville, là, c'est au niveau de la sécurité puis de la circulation. Puis la Ville de Québec, en fonction du fait qu'on utilise de la gasoline, a refusé. Attends un peu, à cause du gaz qu'on mettait dans les avions? Oui. Ben là, ils ne seront pas électriques, ces avions-là. Non, mais c'est ça. Mais ça ne correspondait pas à la philosophie de l'administration municipale. Moi, je veux juste vous rappeler que quand on avait le Crash Ice, là, je pense que oui, c'est vrai qu'il y a eu certains gens qui vivaient dans le secteur qui se sont plaints, là, comme un peu tout d'habitude. Mais au niveau financier, je pense que ça amenait de très belles retombées pour les gens qui doivent s'ennuyer depuis quelques hivers. Ben, le Air Race, ça pourrait être un excellent projet pour nous. Un autre projet que j'ai en ce qui me concerne, on a bien évidemment la signature de Québec, le Château Frontenac, l'hôtel le plus photographié. Mais moi, j'aimerais lancer un appel en tant que tel aux gens pour avoir une deuxième signature de Québec. Un peu à l'idée de Chicago avec leur fameuse bin. Quand tu vas à Chicago, tout le monde va voir l'espèce de bin argentée, là, faire un selfie. Là. Ben, j'aimerais ça trouver quelque chose qui pourrait être un petit peu dans cet esprit-là. Je ne dis pas que ce serait la même chose, mais qui serait une signature que lorsque tu verrais cet objet-là, comme lorsque tu vois la Tour Eiffel, ben, tu penses à Paris. Ben, quand tu verrais cet objet-là, tu penserais à Québec. Mais ça, j'aimerais ça vous dire l'article en question, je ne l'ai pas, mais ça fait partie des choses que j'aimerais proposer aux gens. Donc, je n'ai pas de bas bruns, j'ai des bas noirs. Mais c'est des choses, c'est pas. Puis tu me dis qu'on va avoir du fun. Mais on va avoir du fun, on va recevoir notre compte de taxes, là, puis ça va coûter moins cher. Là. Moi, je te garantis que tu vas avoir un sourire dans le visage. Inquiète-toi pas, j'en fais partie. Puis il y a une chose, là, le dernier sondage, là, je pense qu'on a fini 17e, les gens à Québec. C'est Saint-Augustin cette année qui a gagné la ville où les gens sont les plus heureux. Ben, moi, je me suis engagé que je veux que Québec devienne la ville numéro 1 où les gens sont le plus heureux. Puis c'est en agissant de façon responsable avec nos finances, l'argent, puis en arrêtant de faire des dépenses complètement pharaoniques dans toutes sortes de choses qui ne sont pas du ressort du municipal. Le municipal, c'est l'aqueduc, les égouts, la sécurité, les loisirs. C'est la base. Moi, commencer à me mêler de ce qui se passe en Europe, puis à Caen, puis je ne sais pas trop où, non. Si par contre, tu me demandes d'aller à Cleveland, parce qu'eux, au lieu de prendre un été complet pour changer un viaduc, ils sont capables de le faire en une fin de semaine, je vais y aller. Ouais, puis l'autre chose qui est importante chez Respect citoyen, c'est que la barrière de la langue n'est pas un problème. Donc, si les solutions ne se retrouveront pas juste dans des pays francophones en Europe, si Cleveland ou Denver ou je ne sais pas où ont des solutions qui peuvent être appliquées rapidement à Québec, on va y aller, on va regarder, puis si ça s'applique, on va l'amener. Moi, j'ai vu des choses là où on est capable de changer un viaduc préconstruit en une fin de semaine. Nous, ça prend un été complet faire un viaduc. Là. Ben justement, parlons d'un truc comme ça qu'on dirait qui traîne depuis le Colisée. Oui. Moi, j'en reviens pas. J'étais allé au centre Vidéotron il n'y a pas longtemps. Non, il est encore là, le Colisée. Puis là, j'imagine que mon ami Claude a dû vous parler qu'il voulait faire un musée avec ça. Ben, c'est son projet. J'en ai pas parlé, on n'a pas eu le temps, mais j'ai entendu cette idée-là d'en faire, plutôt que de le démolir, d'en faire un musée du sport. On n'a pas eu des autos de police parquées là pendant un temps? Ça a servi de garage. Le festival d'été, ça en est servi pendant longtemps. Là, il semblerait qu'il y a un nouveau locataire, que je ne connais pas c'est qui, mais le festival d'été, il a utilisé le Colisée pendant de nombreuses années pour entreposer son matériel. Mais nonobstant, pour vrai,
peu importe ce qu'on pense de ce qu'on doit faire ou pas faire du Colisée, c'est devenu un peu un symbole de l'immobilisme, d'une certaine manière, Absolument. parce qu'on regarde ça et on se dit, coudonc, démolissez-le, vous faites de quoi avec, mais pourquoi il est juste là puis il sert à rien depuis 10 ans maintenant? Ouais. À un moment donné, allez-vous faire quelque chose? Puis là, on nous dit, moi, mais c'est compliqué de démolir, puis ça coûte cher, puis les gens, je pense, beaucoup de monde qui vont regarder là, l'entrevue, ce qu'ils se disent, c'est on dirait qu'on n'est plus capable de faire des choses. Peu importe ce qu'on entreprend, c'est la mairesse de Longueuil qui a dit c'est rendu que ça coûte 1 million mettre un lampadaire, le coût pour faire des trottoirs, tout ça. C'est-tu quelque chose que tu prends en considération, que tu dis faut qu'on attaque ça de front, là, qu'à un moment donné, faut que ça débloque. On dirait qu'on est comme, je sais pas quoi, mais il y a quelque chose il y a du sable dans l'engrenage à quelque part. Là. Bien, c'est sûr que moi, je dis souvent, je le dis au niveau de mes affaires, puis je vais continuer à le dire si les gens me font confiance. J'ai pas un plan B, j'ai toutes les lettres de l'alphabet. Moi, je suis une personne qui est habituée de se virer rapidement. On l'a vécu même durant la campagne. On a eu un candidat dans Limoilou qui, après un mois, on s'est aperçu qu'on a pris un risque. Ça n'a pas payé. On s'est aperçu que ça ne fitait pas. On a dit, bon, ben, on va se séparer. En dedans de 7 jours, on avait un nouveau candidat qui l'a remplacé. OK. On est très fiers d'avoir Hippolyte dans Limoilou. En niveau du Colisée, ça coûte cher de démolir. Puis là, on est arrivé avec toutes sortes de chiffres. C'est pas compliqué, là, le Colisée. Tu donnes ça à un entrepreneur qui va développer le secteur. Puis dans le mandat, tu lui donnes la démolition du Colisée. C'est lui. Organise-toi avec la démolition. Ou faire ce qu'il veut avec. C'est ça, exactement. Puis là, on parle, il y aurait moyen de faire, entre autres, dans ce secteur-là, je pense que ce serait un secteur qui serait approprié pour faire du logement social. Donc, on pourrait offrir différentes catégories de logements. Puis à ce moment-là, ça offrirait encore plus des possibilités. Puis ça viendrait aider justement sur l'aspect immobilier, d'avoir encore là, il y a moyen de faire beaucoup d'habitations dans ce secteur-là avec l'étendue du terrain. La bâtisse, là, tu sais, c'est un petit peu comme... moi, là-dessus, ça ne touche pas le municipal, mais je regarde là, le gouvernement fédéral qui vient de faire l'acquisition, de reprendre la possession du pont de Québec. Puis là, on dit qu'on va mettre plusieurs milliards de dollars sur le pont de Québec. J'ai l'impression que c'est une Renault 5 qu'on essaye de pimper. Là, elle est rendue au bout de sa vie. Non, là. on parle T'sais, quand même d'un pont qui a plus de 100 ans. c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, je veux dire, le troisième lien à l'Est, pour moi, ça, c'est essentiel avec un périphérique. Puis moi, personnellement, je suis aussi au fait qu'on devrait avoir un pont de remplacement à la place du pont de Québec. Un vrai pont avec 3 voies de chaque côté où les camions pourraient circuler dessus, puis ça viendrait aider au niveau de la fluidité du transport à Québec. Ça, c'est une chose qui est importante pour moi. Là. Moi, je fais 75 000 km par année dans mon travail. Là. Fait que le trafic, je sais c'est quoi, là. Puis avant, je me plaignais quand j'allais à Montréal travailler, mais c'est rendu... Puis pour connaître quelqu'un qui a été transféré de Montréal à Québec, elle me dit que la personne me dit, elle dit, c'est pire à Québec qu'à Montréal, maintenant. Alors, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la fluidité. Il y a beaucoup de choses, par contre, qui sont des secteurs du provincial avec Transport Québec, mais je pense qu'il y a moyen de leur parler, de faire des choses. Lorsque vous prenez l'embranchement Henri IV en direction est, puis vous arrivez pour prendre Robert Bourassa, c'est rendu qu'à partir de l'ancien concessionnaire Hyundai, ça commence à faire la file pour aller virer jusque dans l'échangeur pour tomber sur Robert Bourassa. Mais il y a des voies présentement qui seraient disponibles mais qu'on n'utilise pas, au même titre que quand on arrive de Laurentien, puis qu'on arrive vis-à-vis du Costco. On arrive 4 voies de large, puis on nous réduit ça à une seule voie, mais on a fait un beau parc avec de l'eau puis des arbres pour que les oiseaux puissent se percher. Je pense qu'une deuxième voie, ça n'aurait pas été trop de trop. C'est des projets provinciaux, mais moi, j'ai l'intention de m'impliquer là-dedans pour aider mes citoyens. Mais là, je te donne la chance de répondre à des détracteurs parce qu'un commentaire qui revient de temps en temps de gens qui t'aiment pas, c'est de dire « Ah, la chance, lui, si on sait bien, c'est les chars, il est contre ça, le transport en commun. » Mais je t'ai entendu dire que vous autres, vous aviez quelque chose pour la passe de bus. Fait que je te laisse expliquer un peu c'est quoi que vous voulez faire par rapport à ça, puis c'est quoi le thinking en arrière. Premièrement, dans mon domaine en audiovisuel, transporter des caisses de son, puis des écrans, puis des projecteurs dans un autobus, c'est pas même pratique. Alors, pour moi, c'est pas adapté l'autobus. Par contre, je dois vous dire que tranche de vie, je suis quelqu'un qui adore aller à Walt Disney. Je suis allé à plusieurs reprises avec mes enfants. Et à chaque fois que j'y vais, je ne loue jamais de voiture. J'utilise le système de transport en commun de Walt Disney parce qu'il est très efficace. Donc, ce n'est pas une question que je ne veux pas l'utiliser, c'est parce que ça ne correspond pas à mes besoins. Dans notre cas, à nous, au niveau du RTC, bon, on a parlé d'optimisation, donc de faire vraiment un ménage au niveau. Il faut que tout le monde qui est dans cette boîte-là embarque dans le bateau puis rame tout dans la même direction. La passe d'autobus, le pari qu'on prend, c'est de la descendre à 50 $ pour tout le monde. De cette façon-là, il faut être conscient là, qu'on est dans un contexte où le télétravail maintenant occupe une place importante. Les gens doivent aller travailler 2 jours semaine à Québec. Et ces gens-là, actuellement, préfèrent financièrement, à 100 $ la passe actuelle,
ça leur coûte moins cher d'acheter des billets que d'acheter la passe. Donc, quand on a fait nos consultations, parce que Respect citoyen a consulté les gens de janvier à mai, à tous les dimanches, je peux vous le dire, tous les dimanches, on est allé de 9h à midi voir les gens pour leur poser des questions. Puis les gens nous disaient, ben, si la passe coûterait moins cher, j'achèterais la passe. Puis peut-être que le samedi, si j'ai besoin d'aller en ville, ben, peut-être que je prendrais l'autobus parce que j'aurais déjà la passe. Mais là, à 100 $, c'est pas rentable pour moi. Donc, en leur amenant 50 $, on pense qu'on va avoir une augmentation de la fréquentation des gens qui vont vouloir utiliser l'autobus. Puis, de cette façon-là aussi, on veut que les gens apprécient le service. Là, présentement, je n'ai pas de preuves, mais j'ai l'impression que de la façon dont on gère le transport en commun à Québec, on s'organise pour que ça soit jam-pack pour dire ça prend autre chose, ça nous prend un tramway. Mais moi, là, de voir un articulé qui se promène un dimanche soir avec 0 personne à l'intérieur, en tant que gestionnaire d'une entreprise, ça n'a pas de bon sens. On va prendre un minibus, puis ça va être suffisant pour le dimanche en fonction du volume. On est capable de savoir le volume des choses. Alors, je pense qu'une meilleure gestion du RTC, avec une nouvelle coordination, va faire en sorte que les gens, on va être capable d'offrir, puis on va les consulter. On parle actuellement avec les gens de Winnipeg. Winnipeg ont un excellent service de transport en commun. Ils n'ont presque pas d'autobus articulés. Ils commencent à avoir des articulés. Ils n'ont que des autobus réguliers. Par contre, ils ont un avantage sur Québec, c'est qu'ils ont un périphérique. Alors ça les aide beaucoup. Mais on parle à ces gens-là avec différents trajets, des trajets express, là, où la personne embarque, va faire 3 à 4 kilomètres avant le prochain arrêt parce que c'est des trajets express. Tu sais, à un moment donné, faire ding, ding, ding tout le temps, à un moment donné, là, ça peut être long, mais si ça t'amène d'un point A puis ça t'amène directement au point B, bien, les gens vont adhérer à ça. Il n'y a pas personne à Québec, si l'autobus les prend à 5 minutes de chez soi, puis les dépose directement à la porte de leur travail, qui va dire « je vais prendre mon auto ». Voyons, il n'y a personne qui va faire ça, mais il faut que ça soit efficace. Il faut que les gens aient un gain. S'il n'y a pas de gain, ils ne le feront pas. Alors, puis c'est pas un crime non plus pour les familles d'avoir une minivan, parce que quand c'est le temps de transporter les poches de hockey, ça prend de la place, puis dans l'autobus, c'est pas pratique. On l'a vu, là, de toute façon, avec le feu qu'il y a eu en fin de semaine sur la rue Saint-Jean, avec les fameuses barrières piétonnes. Ça a causé, d'ailleurs, je lève mon chapeau aux pompiers qui ont fait quand même un excellent travail. Mais tu sais, je veux dire, on aurait mis 2 blocs de ciment, là. Ça aurait protégé les gens d'une situation de camion belly, là. Puis je comprends la sécurité, mais si on aurait mis 2 blocs d'accident, les camions auraient pu tasser les blocs, puis tout de suite, on aurait eu accès. Ça aurait été beaucoup moins long que ce qui s'est passé. Donc, le RTC, on a des solutions. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais on pense qu'en 2 ans, on peut faire en sorte une grosse différence par rapport aux services qu'on a. Puis par la suite, on est conscient là, que la région intérimaire de Québec, on est sur le point d'atteindre le 1 million d'habitants. Ça va prendre autre chose. Mais est-ce qu'on peut consulter les gens? Est-ce qu'on peut demander aux consortiums internationaux de venir présenter leurs projets, que les gens assistent à ça et par la suite de consulter les gens, savoir qu'est-ce qui semble vous intéresser? Moi, j'ai mon idée. Moi, je pense qu'à Québec, si on veut aller plus loin, ça va être souterrain. C'est ce que j'ai pensé en fonction de nos conditions climatiques, en fonction de tout ça. La construction aussi. Là, tu parles de métro. Là. Je parle de métro léger ou je parle de ça. Moi, personnellement, je suis un partisan du souterrain parce que je pense que c'est ce qui aurait le moins d'impact sur l'activité économique de Québec, puis qui, par la suite, en fonction de nos conditions climatiques, permettrait, autrement dit, d'avoir, même s'il y a une grosse bordée de neige, le métro, il fonctionne. Tu n'es pas dans la pluie, tu n'es pas dans la neige. En général, quand tu voyages à l'étranger, puis même aussi, là, le métro est apprécié. Je ne veux pas avoir l'air pessimiste, mais même dans le cas de situations cataclysmiques ou de catastrophes, le métro est toujours un lieu où les gens peuvent se réfugier. En Ukraine, présentement, je veux dire, bon, il y a une guerre civile, là, une guerre avec la Russie, mais je veux dire, il y a des cours là, qui se donnent à l'intérieur du métro aux enfants parce que ça les protège puis ils sont dans des endroits sécuritaires. Donc, c'est un bon investissement pour moi, le souterrain. Mais quand on sera rendu là, on présentera les différentes formules, les gens pourront y assister, puis on va les consulter puis on va leur demander. C'est terminé d'imposer des choses aux gens. Il faut leur demander. C'est leur argent, puis je pense qu'ils méritent d'être consultés pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec. Quand on va au niveau des infrastructures sportives, puis ça va être la dernière question du show. Déjà? Ben ouais, ça va vite. Au niveau des infrastructures sportives, on a des déficits d'entretien. Souvent, on manque d'heures de glace dans les arénas. Sur les terrains de baseball, c'est super difficile d'avoir des terrains qui sont bien entretenus. On voit des solutions qui ont déjà été adoptées même par la Ville de Québec d'utiliser des partenariats publics-privés. Ouais. Le Stade Canac en est un. Les employés qui s'occupent du terrain comme tel ne sont pas des employés de la Ville, ce sont des employés de l'OSBL. C'est-tu quelque chose qui serait développé beaucoup plus de votre côté pour donner justement cet entretien-là dans les mains de gens compétents certainement, mais pas nécessairement syndiqués et col bleu de la Ville de Québec? C'est-tu mal vu
voir des solutions comme celle-là ou c'est bien vu de votre côté? Non, puis tu m'ouvres une porte que je vais mentionner, mais au niveau des terrains, entre autres, puis je connais ton affection pour le baseball, j'ai vu des terrains de baseball à Val-Bélair là, où c'était honteux là, d'offrir un terrain comme ça, là, avec de la gravelle, c'est pas entretenu, c'est plein de trous, des filets tout croche. Tu sais, je veux dire, si on veut, on prône le fait qu'on veut que les jeunes sortent, lâchent leur console vidéo puis sortent à l'extérieur pour jouer. Ça, si tu leur donnes des infrastructures qui sont déficientes, ça leur tente pas bien de pratiquer le sport, là. Si tu veux te dépasser, ça te prend des bonnes installations. Donc oui, Respect citoyen va s'impliquer à ce niveau-là. Puis il y a moyen de faire en sorte de partenariat que que ce soit seulement de commanditer des aires de jeu en fonction d'un partenaire privé qui va venir investir une somme, bien oui, c'est possible. Comme aussi faire appel à des gens qui sont habitués et qui sont spécialisés dans la gestion de ce type d'infrastructure-là. Je pense que oui. Puis le parallèle que je voulais faire, c'était le parallèle avec Avelo. Est-ce que la Ville de Québec est vraiment obligée d'être propriétaire d'un système de vélo-partage? Moi, je ne crois pas. Tu sais, Avelo, actuellement, l'année passée, ça a perdu 2,3 millions. Là. Alors, est-ce qu'on doit se poser la question, est-ce que ça a sauvé le festival d'été cette année avec la grève des employés d'entretien? La réponse est oui. Est-ce que c'est nécessaire pour la Ville-Centre parce que les touristes aiment ça et c'est facile pour eux de circuler avec ça? Absolument. Est-ce que quelqu'un va partir de Val-Bélair en vélo pour descendre la colline parlementaire? Non, je pense Ça, pas. ça me surprendrait. Mais il y en a, là. À Loretteville et à Val-Bélair, il y a des stations de vélo. Alors moi, par contre, en Amérique du Nord, la compagnie Lyft, Uber, offre ce service-là, puis donne une cote. Il s'occupe de tout. Il s'occupe de l'entretien, il Dans s'occupe les des vélos, vélos. ça? Dans les vélos. Il s'occupe de tout, puis il donne une cote à la ville où ils sont. Pour vrai? Ben oui. Alors, tu sais, je pense que ce serait beaucoup plus pour moi une façon de faire pour la Ville de Québec que de dire on engage du monde. Puis en plus, je veux dire, tu sais, c'est là que tu vois que c'est pas du monde de business. Ils font des stations, mais avec tout ce qui est rechargeable en tant que tel, c'est le poste où tu payes ta ça. Le vélo va se Mais les charger vélos, ailleurs. ça prend des camions pour aller chercher, pour les ramener, pour les charger. Comment ça que quand tu rentres ton vélo, il n'y aurait pas un système qui ferait qu'il tomberait tout de suite en charge? Voyons, non. C'est lui qui a pensé à ça, là. Je veux dire, c'est sûr qu'il n'a jamais géré une business de sa vie, là. Alors, tu sais, alors, je pense que, puis d'ailleurs, les compagnies que je vous parle, Lyft puis Uber, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu rentres le vélo, là, immédiatement, il tombe en charge. Fait que quand tu as un vélo, il est toujours prêt. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui fait une run de lait tous les jours pour ramasser le vélo. C'est ridicule. Alors, moi, c'est quelque chose là-dessus que je veux faire. Oui, les infrastructures sportives à Québec doivent être améliorées. Que ce soit au baseball, j'ai vu des terrains de volleyball. Écoute, on dirait que ça a été creusé avec une pelle. Là. J'ai vu des terrains de baseball, comme je te l'ai mentionné, des terrains de football. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on doit aller dans le synthétique partout, là, parce que ça coûte quand même très cher. Non, c'est clair. Mais par contre, on doit quand même aussi offrir. Moi, je pense que, je veux dire, tu sais, si, mettons, tu mets un terrain synthétique, il y en a un, entre autres, que j'ai vu pas loin du parc de la Chanterelle à Val-Bélair, un beau terrain, ça doit être égal. Ben, je pense que Charlebourg a le droit aussi d'avoir son terrain. Les gens de Sainte-Foy, tu sais, dans le quartier Saint-Benoît, ces choses-là, je pense que tout le monde a le droit de mettre des terrains, d'essayer d'être égal au niveau du territoire, pas de concentrer ça, mais d'offrir des infrastructures de qualité, c'est important parce que sinon, tu n'auras pas l'adhésion des jeunes. Les gens ne voudront pas participer parce qu'ils vont dire ben, le terrain est tout croche, fait que j'y vais pas. Alors, ça, pour moi, c'est important. Est-ce qu'on peut impliquer des partenariats publics-privés? Absolument. Moi, je suis ouvert à ça. Je n'ai aucun problème à ça. Moi, tout ce qui coûte le moins cher pour la ville, qui nous permet de faire des économies, je suis ouvert à ça. Alors, c'est ça. Mais par contre, il faut montrer l'exemple. Puis il faut gérer de façon rigoureuse. Puis ça, ben, ça va commencer le 3 novembre au matin si les gens ne font Penses-tu que confiance. le syndicat d'école bleue va être d'accord avec ça? Syndicat d'école bleue, moi, j'ai pas de problème avec ça. Le syndicat, même actuellement, je trouve ça honteux, là, les policiers présentement là, qui sont toujours sans contrat de travail. On a augmenté le chef de police, mais moi, en tout cas, personnellement, j'ai toujours réglé avec mes employés. Puis après ça, j'ai réglé avec. J'ai donné mes augmentations à mes cadres. C'est toujours comme ça. On fait pas. Tu payes pas les cadres, après ça, tu t'en vas négocier avec les employés. Là. Ça me fait penser à l'entrepreneur qui colle son monde le samedi à Shop pour dire faut se serrer la ceinture, mais qui arrive avec sa Ferrari. Tu sais, à un moment donné, le monde va dire vends ta Ferrari, ça va peut-être aider. Là. Alors, il faut montrer par l'exemple. Alors, ça là-dessus, je pense que c'est important. Puis, les syndicats, ben, au niveau des négociations, c'est pas compliqué. Il faut être transparent. Voici ce que j'ai. Je ne veux pas l'inventer, là. C'est ça que j'ai. Comment on réussit pour s'entendre? Tu sais, c'est pas normal. Cette administration-là de Bruno Marchand, depuis 4 ans, les cols bleus, les policiers, tous les corps de métier au niveau du RTC ne sont pas capables de s'entendre avec personne. Ils sont bons pour donner des augmentations aux personnes clés. Le directeur du RTC, le directeur de police, tout ça, les professionnels, ça, ils vont s'entendre rapidement avec eux. Mais quand c'est le temps de s'entendre avec les employés, ça fait partie du respect. Là. Je veux dire, le RTC, justement, je suis allé tourner des capsules là,
récemment à Val-Bélair, là, quand ils arrivent, ils ont un nouveau terminus là, à Val-Bélair quand ils arrivent à l'Aréna des Deux-Glaces. Ils ont mis une espèce de toilette chimique là, qui est sur place là-bas avec une barrure. Là, j'appelle ça une barrure McDo avec des pitons. Là, là c'est pas pire. Là, on est au mois d'août. Là. Il fait 20 degrés. Là. Mais au mois de janvier, à moins 12, là, puis il y a quand même beaucoup de choses. Ça, c'est pour les employés du RTC. Les employés du RTC. Il y a des chauffeurs féminins. Là. Nous autres, là, les hommes, c'est un peu plus facile là, quand c'est le temps d'uriner. Là. Mais pour les femmes, là, à moins 20, là, ça peut être un challenge. Là. Mais c'est une question de respect. Tu es l'employeur. Peux-tu donner au moins quelque chose de. Puis ça existe des choses sans aller dans l'extra. Là. Moi, je sais parce que ça arrive qu'on a loué pour des événements, des toilettes qui sont montées sur une espèce de frame de roulotte de construction où c'est des vraies toilettes. Ça existe. Là. Alors, c'est une question de respect. À un moment donné, tu ne peux pas demander le respect des employés si tu ne les respectes pas. Là. Ça, c'est du donnant-donnant. Ça, là-dessus, je pense que ça va être une grosse amélioration si les gens nous font confiance le 2 novembre prochain. Absolument. Écoute, on invite, comme avec chaque candidat, les gens à aller voter, à aller voir Absolument. sur votre site web si ce qu'ils ont entendu leur plaît et ils veulent plus d'informations. On n'a pas eu le temps de parler de tout, évidemment, mais votre plateforme est là, vos propositions sont là, puis je te laisse le mot de la fin. Bien, écoutez, le mot de la fin, c'est important le 2 novembre. Ne laissez pas voter quelqu'un d'autre à votre place. Les gens qui disent qu'ils n'auront pas voté, c'est la pire erreur que vous pouvez faire parce que c'est quelqu'un. Parce que le municipal, c'est ce qui a un effet direct sur votre vie à tous les jours. Alors, sur votre milieu de vie, sur les vidanges, ces choses-là. Alors, ne laissez pas quelqu'un prendre une décision à votre place. Prenez 30 minutes de votre temps pour aller voter. Chez Respect Citoyen, on va vous offrir des possibilités de transport si vous avez des problèmes de transport. On va avoir un service de garderie pour des gens qui ne pourraient pas se déplacer en fonction de leurs enfants. On offre plusieurs possibilités, donc vous communiquerez avec nous. Mais c'est important. Et je le dis, peu importe vos opinions politiques pour qui vous allez voter, c'est important de vous exprimer. Ce n'est pas normal qu'il y ait 236 000 personnes qui n'aient pas voté en 2021. Ce n'est pas normal qu'il y ait 144 000 femmes qui n'aient pas voté en 2021. Cette année, c'est le 85e anniversaire du droit de vote des femmes. C'est important que les femmes se mêlent aussi à la politique et c'est à ces gens-là à qui on veut parler parce que Québec, avec Respect Citoyen, c'est Québec comme on l'aime. Merci, Stéphane. Grand plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.